Bienvenue dans ce nouvel épisode de Portrait de Manip. Aujourd'hui, nous recevons Anne-Laure Cochin. Bonjour Amélie. Bonjour. Donc, avec toi Anne-Laure, aujourd'hui, on va aborder le deuxième côté de la double casquette de Manip, le côté soignant. Enfin, le côté soignant, vraiment différencié de la technique. En fait, tu es là avec nous aujourd'hui, donc tu es Manip, bien sûr, et tu es aussi sophrologue de formation. Tu dispenses des formations sur la gestion de la douleur, la gestion du stress. Tu dispenses des cours de sophrologie pour les associations, les aidants, voilà. Donc, on va parler aujourd'hui de cet aspect qui est souvent négligé chez les Manip Radio, au profit de la technique, souvent. Et donc, on va passer un petit peu de temps avec toi, si tu veux bien. Donc, la question que tout le monde connaît, Manip Radio, vocation, hasard. Hasard. Hasard complet? Complet. Accident? Pas accident. J'ai toujours voulu être, depuis petite, j'ai toujours voulu être dans le médical. Ouais. Depuis toujours, mais je voulais pas être infirmière, je voulais pas être médecin. Et au milieu de tout ça, je savais pas ce que je voulais être. Alors, je m'orientais plus vers psychomotricienne, ergothérapeute. C'était ça un peu qui m'intéressait. Et puis, la psychologie qui m'intéressait beaucoup aussi. Et voilà, après, à l'époque, c'était des concours. Donc, j'ai passé des concours et j'ai pas été prise dans psycho, dans ergo et ça. J'ai été prise, j'ai vu Manip, j'ai dit tiens, j'essaye, j'ai été prise et ça m'a plu. Ok. Et donc Manip, tu vois très vite qu'on aborde l'imagerie médicale avec tout ce que ça a de technique, de technologique. Et toi, tu t'es concentré justement sur ce côté soignant, sur la prise en charge du patient, sur ce qu'on appelle dans les cours de Manip la prise en charge globale, mais qui en fait recèle le cœur du métier autant que de bien savoir faire son scanner, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à aller justement vers cet aspect-là et d'aller plus loin, d'aller chercher comment gérer la douleur d'un patient, qu'est-ce qui t'a emmené à la sophrologie, à cet thème-là? Bon, je pense que c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. J'ai cette empathie envers les gens. Donc, quand je suis partie dans la formation de Manip, voilà, tout me plaisait en fait, le côté technique, le côté soignant, tout me plaisait. Et j'avais une aisance en fait avec le patient qui était innée, qui était naturelle. Tu n'avais pas besoin de te forcer. Non, pas du tout. Et je me suis rendu compte, voilà, avec l'exercice, avec les professionnels que j'ai croisés, les médecins, les Manip, les infirmières, etc., que plus on passait du temps avec le patient, mieux l'examen se passait en fait après. Et que si on prenait le patient en charge dans sa globalité, pas juste là dans l'instant X, mais dans sa globalité, et bien forcément ça se passait mieux après. Et son parcours de soins était valorisé et amélioré. Donc j'ai remarqué ça dès le début et puis je me suis enrichie avec j'ai fait plein de contrats un peu partout, je me suis enrichie, je me suis nourrie de tout ça. Donc, ce que tu voyais au quotidien, situation. Tout à fait. Et puis petit à petit, j'ai fait des formations. J'ai fait des formations sur l'éthique en santé, sur le toucher relationnel, etc. Et puis un jour, dans un hôpital où je travaillais, il y a le comité de lutte contre la douleur qui a fait un petit appel à tous les soignants en disant nous, on voudrait des soignants de chaque service, est-ce que ça vous dit? Et puis mon cadre m'a dit je te vois tout à fait là-dedans, Anne-Laure, vas-y. Je savais pas où j'allais. Et puis j'y suis allée. Et alors là, non, mais révélation. Tu as trouvé ton truc, quoi. Ah ouais, complètement. La connexion avec les autres soignants. Donc je rencontrais plein d'autres soignants en fait. Dans le service d'imagerie, on est toujours un peu fermé. On ne rencontre pas les infirmières, les aides-soignantes, les puères et tout ça. Et là, je me suis ouverte à tout ce monde qui avait plein de connaissances sur la prise en charge du patient, qui avait plein de formations qui n'étaient pas forcément ouvertes au Manip. Et du coup, je me suis enrichie de tout ça et ça a été génial. À l'école de Manip, c'est un chapitre, ça va être 1 heure ou 2 à peine. À mon époque, je ne sais même pas, je ne me rappelle pas. Moi, j'ai souvenir d'1 ou 2 cours. De communication ou de choses comme ça. Voilà, c'est pas tu ne fais pas un semestre là-dessus. Non, non. Et donc, en fait, au cœur de ça, ce dont on parle là, c'est la relation soignant-soigné. Donc, c'est un peu un topic, un terme qui revient beaucoup dans les cours de Manip, peut-être plus chez les infirmiers que chez les Manip d'ailleurs. Et tu dis, en fait, c'est le temps passé qui compte beaucoup. Et en fait, toute cette démarche-là d'aller vers la qualité du temps que tu passes vers le patient, c'est quand même toujours un peu à contre-courant, avec cette cadence d'examen qui augmente depuis 20 ans, la T2A, etc. Voilà. Donc, il faut quand même s'imposer pour essayer de faire passer ses idées à ses collègues qui se disent « on n'a pas le temps ». Enfin, voilà, ça ne va pas être simple quand même tous les jours. Pas du tout. Ça a même été compliqué à des moments. Parce que c'est une partie de notre métier qui est complètement invisibilisée, en fait. Parce que ça se fait dans une cabine entre deux, où on doit le mettre en confiance rapidement parce qu'il y en a d'autres derrière, il faut que ça tourne. Et que personne ne le voit, en fait, ce qu'on fait, ce boulot-là.
en fait. C'est complètement invisible. Mais une fois que ton patient il doit être installé sur sa table de radio ou son IRM, hop, ça doit aller vite. Oui. Donc, ce temps que tu as passé en fait en cabine pour installer la confiance, pour le rassurer, pour lui faire évacuer ses peurs, ben, fait que ton examen il va être bien derrière. Donc, évidemment, moi, alors, maintenant, j'ai réussi à optimiser mon temps et à faire vite dans ma prise en charge du patient. Mais à l'époque, peut-être que je passais un peu plus de temps que mes autres collègues. Ouais. Alors, j'avais toujours ce petit mot des cadres ou des médecins. Oui, c'est bien, t'es gentil avec eux, c'est bien. Mais bon, voilà. Un peu condescendant. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien, mais bon, on y va quand même, quoi. Et puis, de la part des collègues, oui, je sentais bien que ça gonflait certaines personnes, certains collègues, des fois, que c'était un peu du zèle, quoi. J'en faisais un peu trop, peut-être. Mais bon, moi, j'étais persuadée de mon truc, donc je continuais. Je sentais bien que ça pouvait être conflictuel, que ça les énervait et tout ça. Mais c'est pas grave. Moi, je me centrais sur mon patient. En fait, je savais que pour lui, c'était bon. Et voilà, ce qu'on disait à côté, c'est pas grave. Ouais. Et puis, petit à petit, ça fait son chemin. Il y en a qui étaient réfractaires au début, puis qui se sont dit, ah ouais, en fait, c'est le cœur de notre métier, quoi. Ouais. Et moi, c'est toujours ce que je dis, c'est que moi, quand j'ai bien pris en charge un patient qui m'a dit merci, qu'il est content, qu'il a réussi à faire son examen, bah c'est bon, moi, ma journée est faite. Quand je me change le soir, c'est bon, j'ai bien fait mon boulot, quoi. Ton travail. Voilà. Cette satisfaction, tu as le sens de ton travail. Exactement. C'est ça qui me nourrit, moi. C'est pas moi, ce qui me nourrit, c'est pas de faire un beau SHT2 ou un bel AP Portal. Non, moi, ce qui me nourrit, c'est vraiment ça, que le patient soit content, quoi. Soit bien, quoi. Ouais. Et donc, tu me racontais, donc tu as fait un DU gestion de la douleur et tu me disais que les manips inconnus au bataillon pour les gens de ces formations-là, en fait. J'ai fait partie du comité du contrôle de la douleur pendant quelques années et puis après, la responsable de ce comité du contrôle de la douleur partait à la retraite. Elle me dit, écoute, Anne-Laure, fais un DU douleur, peut-être que tu aurais ta place plus tard dans le CLUD, etc. Donc, je me suis inscrite à un DU douleur à Nantes, donc c'est DU de formation des professionnels à la prise en charge de la douleur. Et donc je m'inscris, il fallait faire une lettre de motivation, je fais 3 pages, j'explique tout ce que j'ai parce que je vois bien que dans les inscriptions, il n'y a pas manip radio, quoi. Il y a l'infirmière, l'aide-soignante, le médecin, le vétérinaire, le dentiste, mais il n'y a pas manip radio. Donc je fais un gros courrier, ouais. Et puis donc j'ai la subvention de l'hôpital, j'ai tout, c'est ok. Et là j'ai un jour un coup de fil de cette formation douleur à Nantes qui me dit, bah, écoutez, on a reçu votre dossier, il est top, mais dis-nous, on n'a jamais pris de manip radio et on ne sait pas ce qu'une manip radio vient faire là-dedans, quoi. Expliquez-nous. Il fallait que tu défendes plus ton truc, quoi. Et je me rappelle parce que ce jour-là, j'étais en vacances et j'étais sur le toit de la cathédrale de Strasbourg. J'ai dit, ça, c'est un signe. Et je défendais mon truc sur le toit de la cathédrale de Strasbourg. Donc, j'ai défendu mon truc. Elle me dit, ok, je reparle au responsable de la formation et je reviens vers vous. Et j'ai été prise. Donc, j'ai fait toute ma formation. On était une vingtaine, c'était... Enfin, pareil, quoi. Je me suis hyper épanouie, j'ai appris plein de trucs. Et ça a duré 1 an. Et à la fin, soutenance de mémoire, j'ai fait un mémoire sur l'effet antalgique du soignant. Sur comment nous, par notre posture, on peut déjà faire baisser la douleur et tout ça. Et donc voilà, ça s'est super bien passé. Et ils sont revenus vers moi à la fin en me disant, bah, en fait, merci, vous nous avez ouvert les yeux sur le boulot de manip radio. Nous, on les voyait toujours comme les manip radio, comme des réfractaires, ceux qui veulent pas tel truc, qui sont enfermés dans leur truc et qui s'ouvrent pas du tout aux soignants. Donc, ils m'ont dit merci, en fait. Et ils étaient super contents qu'il y ait une manip radio qui soit passée par là. Oui, mais voilà, comme quoi, il faut aller bousculer un petit peu ces idées reçues qui sont encore légion. Hein. Je pense que si on passe encore dans plein d'hôpitaux, on a cette image-là, hein, les manips. Hein. Et donc, ce qui m'interpelle, tu as parlé du côté, du soignant antalgique pour le patient. Si on va plus loin, donc ton patient est mieux pris en charge, il vit mieux sa prise en charge globale, gère mieux sa maladie, etc. Ça, c'est prouvé, c'est écrit, c'est décrit. Voilà, on sait que l'importance psychologique du vécu du patient est fondamentale. Mais si on va un peu plus loin, investir dans la relation soignant-soigné, il y a un énorme bénéfice à prendre pour le professionnel, pour le manipulateur. C'est à l'époque où on parle beaucoup de burn-out, de perte de sens du métier. Exactement. Enfin, est-ce que justement ça ne permet pas de... Eh ben, moi, j'en suis la preuve exacte. J'ai fait mon burn-out. Et en fait, après ce DU douleur, en fait, j'avais plus ou moins une porte ouverte au CLUD. Donc, je suis revenue, moi, au boulot avec l'envie de tout changer, de tout révolutionner, de machin. Et il m'avait prévenu au DU douleur, il m'avait dit, attention, vous allez arriver dans un service, ils n'ont pas l'habitude de ça. Vous ne battez pas toute seule, vous allez vous casser la gueule. Il m'avait dit, partez dans la formation. Voilà, c'était resté dans un coin de ma tête. Et moi, je suis arrivée dans mon service, j'ai envie de tout révolutionner.
Et à cette époque, donc, la présidente du CLUD qui s'en va, donc je tourne autour pour reprendre un peu son poste, changement de direction. Et la nouvelle directrice qui arrive, une manip présidente du CLUD, mais il en est hors de question. Et elle a reformé une infirmière. Ouais. Et je suis passée complètement à la trappe. Et là, moi, toujours dans vouloir tout changer dans le service, avec tout le monde qui s'y opposait et tout ça, et je me suis complètement cassé la gueule et burn-out. Ouais. Et voilà. Donc, tu as eu besoin de revenir, voilà. Mais toujours par ce biais-là ouais. Et en fait, au même moment de mon burn-out, je m'étais inscrite à un bilan de compétences, donc je fais ça en même temps. Et j'essaye, voilà, avec cette professionnelle qui m'accompagne dans le bilan de compétences, on essaie de retrouver du sens au travail. Et là, je me recentre et je me dis, en fait, retrouver du sens à mon travail, c'est me recentrer sur mon patient, quoi. Oui, mon patient X, à ce moment-là, quand je lui fais tel examen, là. Et je suis revenue en me recentrant comme ça, vraiment. Mon patient, il est là, il arrive, il a tel contexte de vie, en ce moment-là, il passe tel examen, il a tel stress, tel problème. Eh bien, ok, je le prends en charge dans sa globalité. Et je me suis nourrie de ça et je suis remontée comme ça, en fait. Mais vraiment, j'ai retrouvé un sens comme ça, en vraiment me recentrant sur mon travail. Je ne m'occupais plus des problèmes de service, de vacances, de cadre, de société, de l'hôpital, du privé, du public. Je ne m'occupais plus de tout ça. J'étais hyper centrée sur mon patient. Et je suis remontée. Mais tu vois, c'est une constante parce que tous les thèmes qu'on a pu aborder depuis qu'on fait Portrait de Manip, avec des expériences Cannes, des cadres, des jeunes manips, etc. En fait, les manips qui gardent la flamme, finalement, pour un peu imager, c'est vraiment ceux qui disent qu'il faut recentrer, tout est toujours autour du patient. Exactement. Et sans doute, il y aurait moins de manips qui quitteraient le métier si on arrivait plus à développer ça, à valoriser le fait de prendre en charge correctement son patient. Et revenir sur pourquoi on a voulu faire ce métier, en fait. On a tous voulu faire ce métier. Alors, peut-être pas tous, mais on a un côté tous humain, si on veut travailler dans le paramédical, on a tous ce côté-là. Et revenir à ce truc, quoi, clairement. Non, mais effectivement, c'est très intéressant parce qu'en fait, le bénéfice, clairement, il est double, hein, et pour le patient et pour le professionnel. Mais bien sûr. Et on parle de pénurie de manip, de sous-effectifs permanents, donc ça ne facilite pas ça. Mais c'est un signe pour encourager les structures à développer ça, pour que les professionnels retrouvent le sens, quoi. Et donc, juste pour les gens qui nous regardent, on va juste faire un rappel définition de la sophrologie, donc ta spécialité, parce que c'est toujours un petit peu flou dans l'état d'esprit des gens. Et est-ce que tu peux nous faire une petite définition et comment tu l'appliques concrètement, très rapidement aux patients, tu vois, dans ta spécialité? Alors, on dit que la sophrologie, c'est une technique psychocorporelle, donc agit sur le corps et l'esprit, juste guidée par la voix. Il n'y a pas, alors après, chacun fait ce qu'il veut, mais il n'y a pas de musique, je ne touche pas les gens. La sophrologie, ce n'est pas ça. Et en fait, c'est des techniques de contraction, décontraction du corps, des techniques de respiration et de visualisation positive qui vont permettre, d'abord en passant par le corps, de se relâcher et permettre au corps de se relâcher, et ensuite à la tête de se relâcher. Et de retrouver un état de mieux-être ou de bien-être. Voilà, la sophrologie, c'est ça. Donc, moi, concrètement, comment je m'en sers dans les services d'imagerie, ça va être principalement par la respiration. En fait, si les gens ont peur, ils ont le cœur qui s'accélère, et en ralentissant la respiration, je fais ralentir le rythme cardiaque, et ils s'apaisent, et ils sécrètent des hormones qui les apaisent, et du coup, ça se passe mieux. En gros, c'est ça. Je peux faire des petites visualisations positives. Alors, peut-être qu'il y en a plein d'autres qui le font, mais c'est partir un peu en voyage, s'imaginer un paysage qui nous plaît, en réactivant les 5 sens, la visualisation, les odeurs, les bruits, etc. Et puis s'apaiser comme ça, se mettre dans sa petite bulle, dans son petit monde, le temps de passer l'examen. Voilà, c'est des choses comme ça. Et ça te sert à l'IRM Principalement à l'IRM. Je fais principalement de l'IRM. Mais oui, principalement, c'est ça. Ça vient répondre, je suppose, à la question de la claustrophobie chez les patients. Exactement. Donc, ou de la peur de la piqûre, ou le stress de l'examen. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc à l'IRM. Ouais. Bon, mais en tout cas, merci Anne-Laure, c'était vraiment hyper intéressant. Une fois de plus, je suis ravie, on rencontre que des manips qui nous rappellent qu'il faut se rapprocher du patient, donc c'est toujours chouette. Alors, merci. Donc, pour rappel, tu donnes des formations dans ta région à des associations, pour les aidants, pour les professionnels de santé. Tu dispenses des cours pour les professionnels aussi. Et donc, on peut te voir au détour d'une formation en ligne, par exemple, pour la gestion de la douleur et la gestion du stress dont tu me parlais, qui va bientôt sortir. Donc gestion du stress et prévention du burn-out, qu'on a fini d'enregistrer là il y a quelques mois et qui va sortir, je pense, à la fin de l'année là. Parfait. Donc, qui donne plein de petits outils. Donc, j'allie là mon côté
manip radio, formatrice et sophrologue. J'aligne vraiment à tout regrouper, voilà. quoi. C'est ce que je dis depuis un temps. J'ai l'impression que c'est le puzzle qui se fait là entre mes trois étiquettes, mes trois casquettes. Ouais. Et là, grâce à cette formation, voilà, j'explique un peu ce qui se passe, le burn-out, ce qui se passe dans notre corps, et je donne des petits outils pour réussir à pas plonger, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, merci parce que ça peut être fort utile. Merci beaucoup Anne-Laure et à bientôt. Merci Amélie. Merci.